Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer au module numéro 2. Donc, je vais vous présenter le calendrier vaccinal. Je suis le docteur Viala, je suis infectiologue au CH Alpes-Léman en Haute-Savoie et je n'ai pas de conflit d'intérêt sur le sujet du jour. Pour cette classe virtuelle numéro 2, le calendrier de vaccination, les objectifs sont de connaître les principales recommandations du calendrier de vaccination de l'adulte et de l'enfant, les populations cibles et contre-indications, et enfin de connaître les principales recommandations vaccinales concernant les professionnels de santé. Donc nous évoquerons aussi les vaccinations de l'enfant, mais que vous ne ferez pas, ou en tout cas pas avant l'âge de 11 ans. Elles ne seront pas abordées, sauf à la marge, les vaccinations de l'immunodéprimé, les vaccins du voyageur et les vaccins chez le migrant primo-arrivant. Donc la référence que vous devez connaître, c'est le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales. Pour ce topo, j'ai utilisé le dernier en date, celui qui est de juin 2023, mais il est remis à jour tous les ans. Donc tous les ans, vous pourrez aller le récupérer. Il y a à la fois un texte assez détaillé, puis des tableaux synoptiques assez pratiques pour aller, on va dire, un peu plus droit au but. Euh, Voilà, je vous précisais que sauf mention contraire dans mon topo, les tableaux qui pourraient être utilisés, graphiques, sont issus de ce calendrier vaccinal. Je vais faire un premier point sur les contre-indications des vaccins. Les vraies contre-indications, en fait, sont extrêmement rares. Euh, pour tous les vaccins, comme pour tout médicament, il s'agit d'une hypersensibilité à une des substances contenues dans le vaccin. Et après, au cas par cas, s'il y a des contre-indications surajoutées, je vous les décrirai. Bien entendu, pour les vaccins vivants, les contre-indications généralement sont toujours grossesse et immunosuppression, mais dans ce cas, on en reparlera. Et voilà. On va commencer par la diphtérie. Souvenez-vous, pathologie qui peut donner une angine et puis surtout qui est une maladie toxinique qui va pouvoir donner toxine qui va pouvoir donner plein de complications, que ce soit rénales, cardiaques, etc., cutanées. Et la diphtérie également qui peut être une pathologie cutanée avec des ulcères. Donc le vaccin est une anatoxine, c'est la toxine diphtérique inactivée. Alors vous verrez je redétaillerai au fur et à mesure de ce topo, mais il existe différents types de vaccins. Il existe les vaccins vivants atténués qui utilisent une souche de virus réplicatif ou de bactéries vivantes, mais qui a été affaiblie généralement par plusieurs passages en culture. Et puis, il existe les vaccins inactivés. Donc, ils ne sont pas du tout, eux, à risque de provoquer une infection. Et parmi ces vaccins inactivés, il y a ceux avec les souches virales qui peuvent utiliser des virus anti-inactivés ou des protéines, des sous-unités de virus, et puis les vaccins dont la cible est bactérienne, qui peuvent également utiliser des bactéries entières tuées, ou les vaccins dits sous-unitaires, dont fait partie la diphtérie, qui peuvent utiliser en fonction des vaccins soit la toxine produite par la bactérie et qui est du coup inactivée, c'est le cas pour le vaccin de la diphtérie, mais peuvent également utiliser pour les virus, pour les bactéries encapsulées des bouts de la capsule, donc les polysaccharides capsulaires, soit seuls, soit conjugués à une protéine pour les rendre plus immunogènes. Souvent d'ailleurs, cette conjugaison va se faire avec de la toxine
diphtérique, parce que ça va créer une meilleure immunité, plus complète, plus durable. Et ça pourrait également être des vaccins protéiques avec généralement des protéines de surface de la bactérie. Donc, on revient à la diphtérie. L'anatoxine diphtérique, ce vaccin offre une protection qui est supérieure à 90%. Étant donné qu'il cible la toxine et pas une protéine de surface, il n'élimine pas du tout le portage. Comme de nombreux vaccins, il est adjuvanté en sel d'aluminium, les adjuvants sont là pour euh, créer une meilleure réaction immunitaire, plus durable, plus efficace. Les effets indésirables, globalement ceux que vous avez ici, sont ceux que vous pouvez retenir pour tous les vaccins, plus ou moins. Et ce qui va changer, c'est la proportion. Certains sont plus ou moins bien tolérés. Et puis d'autres, parfois, peuvent avoir d'autres effets secondaires, en particulier les vaccins vivants. Donc les réactions locales, en général, de la rougeur, de la tuméfaction, de la douleur au niveau du point d'injection, qui se situe entre 5 et 15%. Les réactions plus générales, de la fièvre, généralement modérée, il faut faire attention chez les enfants, si elle est plus élevée, il faut quand même la surveiller et leur administrer du paracétamol pour éviter le risque de convulsions hyperthermiques. Il peut y avoir un peu d'asthénie. Parfois, après une vaccination chez les enfants, quelques-uns peuvent rester inconsolables pendant plusieurs minutes, très très rarement pendant plusieurs heures. Enfin, il y a des réactions allergiques, mais qui sont très rares. Le risque de choc anaphylactique est estimé inférieur à 1 pour 1 million. Pour le vaccin de la diphtérique, il n'existe pas de façon isolée en France, donc on va la trouver sous plusieurs formulations. Les formulations qui vont vous importer, vous, essentiellement, sont le vaccin trivalent du nom commercial Revaxis. C'est la DTP, donc diphtérie, tétanos, polio. Le D inscrit en minuscule rapporte une dose réduite d'anatoxine diphtérique. Vous verrez, ce n'est pas un vaccin qu'on utilise en général en primo-vaccination. Il y a le vaccin tétravalent, également que vous pourrez utiliser, qui est le Boostrix Tetra ou le Repevax, auquel on rajoute donc la coqueluche. CA, ça veut dire coqueluche acellulaire, contrairement au vaccin coqueluche cellulaire qui était un peu moins bien toléré. Et enfin, il y a les vaccins que vous, normalement, n'utiliserez pas parce que vous devez vacciner, vous avez l'autorisation de vacciner à partir de 11 ans. C'est le tétravalent chez les enfants, Infanrix Tetra ou Tetravac cellulaire. Le pentavalent, donc c'est un tétravalent auquel on a rajouté l'Haemophilus influenza B. Et l'hexavalent, c'est un vaccin auquel on a ajouté la vaccination contre l'hépatite B. Le pentavalent, on l'utilise quasiment plus, étant donné que globalement l'hexavalent est rentré dans la vaccination obligatoire. En fait, on l'utilisera soit s'il y a à un moment donné des situations de pénurie, soit chez des enfants qui auront une indication, une vaccination un peu modifiée de l'hépatite B, notamment parce que ils sont nés de mères porteuses de l'hépatite B, et auquel cas, vu que le schéma sera décalé, on les vaccinera avec un pentavalent. Les contre-indications vaccinales, en fait, sont ici, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'hypersensibilité, sont surtout les troubles neurologiques survenus lors d'une injection précédente, et notamment quand la valence coquelucheuse est associée. Certains vaccins ont dit encéphalopathie évolutive, d'autres troubles neurologiques non contrôlés, épilepsie. En fait, tout ça est issu sur des
extrêmement rares cas d'encéphalopathie non expliquée qui avaient eu lieu après vaccination contre la coqueluche. En fait, il faut savoir que ces cas sont d'une incidence qui est inférieure à 1 pour 100 millions, c'est-à-dire que c'est totalement inévaluable de savoir s'ils sont dus ou non au vaccin. Globalement, vous avez quand même assez peu de chances pour que ça vous arrive. Mais voilà, du coup, dans certaines études, les industriels, pour ne prendre aucun risque, ont exclu un certain nombre de patients, ce qui fait les contre-indications en fait. Alors, on en vient aux recommandations vaccinales. La primo-vaccination qui est obligatoire avec le vaccin hexavalent et qu'on fera à 2 mois, 4 mois et 11 mois de vie. En fait, à proprement parler, la primo-vaccination, c'est 2 mois, 4 mois, mais le rappel à 11 mois est également obligatoire. Les rappels ultérieurs, il y en a un à 6 ans avec le tétravalent. Ce qui vous concernera plus, du coup, sont les rappels ultérieurs qui seront faits entre 11 et 13 ans, puis à l'âge de 25 ans, où vous utiliserez là le vaccin tétravalent, Boostrix Tetra et Repevax. Et puis les vaccins ultérieurs, donc là on rappelle tous les 20 ans initialement, 45-65 ans, puis au-delà de 65 ans tous les 10 ans, car le système immunitaire est un peu moins performant, euh, avec Revaxis, donc juste le DTP, le vaccin trivalent. Alors pourquoi à partir de 45-65 et 75 ans et au-delà, on ne propose pas le tétravalent? En fait, on peut le proposer, c'est pas une faute, c'est surtout l'intérêt et surtout le cocooning, on en reparlera tout à l'heure, c'est d'éviter que les bébés attrapent la coqueluche. Donc on va dire, c'est plutôt dans l'entourage des jeunes enfants. Donc il ne faudra pas hésiter effectivement à revacciner les grands-parents si la situation se présente avec un tétravalent. On passe au tétanos. Tétanos qui est également un vaccin sous-unitaire, une anatoxine tétanique. Même principe, adjuvanté avec celle d'aluminium, et il apporte une protection qui est supérieure à 98%, si à jour des rappels, comme pour la plupart des vaccins. Les effets indésirables sont les mêmes que tout à l'heure, je n'y reviens pas dessus. Et les formulations disponibles sont également les mêmes. Trivalent, DTP, tétravalent avec la coqueluche, pentavalent, on rajoute l'hémophilus, et hexavalent, on rajoute l'hépatite B. Les recommandations vaccinales sont les mêmes, toujours une primo-vaccination obligatoire et le premier rappel des 11 mois obligatoire, de 4 mois, 11 mois, le rappel à 6 ans. Et on répète, c'est pas mal pour s'en souvenir, les rappels entre 11 et 13 ans et 25 ans avec le tétravalent, 45, 65, 75 ans, puis tous les 10 ans avec le vaccin trivalent. Là où le vaccin contre le tétanos a sa particularité, c'est dans la prise en charge des plaies. En fonction des blessures, une plaie petite, mineure, propre, on proposera simplement la mise à jour du calendrier vaccinal chez un patient qui n'est pas à jour. Et on précisera au patient la date du prochain rappel. En cas de plaie majeure et souillée, susceptible d'avoir été contaminée par les germes telluriques, donc du sol, on proposera chez le patient qui n'est pas à jour à la fois une immunoglobuline antitétanique et la mise à jour de la vaccination ainsi que du prochain rappel. Chez les personnes qui sont à jour, dans les deux cas, on ne fera rien, pas de nouvelle injection. Si vous vous souvenez bien, donc le tétanos, il y avait plusieurs formes. Le tétanos néonatal qu'on ne voit
pas dans nos contrées. Et puis après, le tétanos, enfin, les différentes formes de tétanos chez l'adulte qui sont liées à des plaies. Il faut pas oublier les patients qui ont les plaies chroniques. Beaucoup de personnes à partir d'un certain âge ne sont pas à jour, en fait, en pratique, à partir de l'âge adulte, ne sont pas à jour de leur vaccin. En particulier pour ces personnes qui ont les plaies chroniques, il faut penser à les interroger sur leur vaccination afin de le mettre à jour si nécessaire. On va parler maintenant du vaccin contre la poliomyélite. Alors, vous vous souvenez, la poliomyélite, c'est une maladie qui a quasiment disparu, dont on a éradiqué une des 3 souches sauvages, dont actuellement dans les pays, on va dire, riches, le risque principal, pourrait être, en tout cas théoriquement, soit la poliomyélite importée, soit la souche vaccinale, également importée entre guillemets, orale, qui au fur et à mesure peut reprendre un peu de pathogénicité. D'où l'importance quand même de maintenir la vaccination, l'immunisation à jour. Donc le vaccin, c'est un vaccin à virus inactivé qui provient des 3 souches existantes et qui est adjuvanté par celle d'aluminium et qui confère une protection supérieure à 95% contre la maladie. Les effets indésirables sont les mêmes que précédemment et les formulations disponibles également, je n'y reviens pas. Les recommandations vaccinales sont bien évidemment les mêmes également. Donc 2, 4, 11 mois, rappel à 6 ans, puis rappel entre 11 et 13 ans, 25 ans, 45, 65 et tous les 10 ans. Donc, pour les professionnels de santé, je n'en ai pas parlé lors des précédentes maladies, tétanos et diphtérie, mais il faut utiliser en rappel le tétravalent, donc contenant la valence coqueluche, car la plupart des professionnels de santé sont soit confrontés à des jeunes enfants qu'il va falloir protéger, soit confrontés à des personnes immunosupprimées ou des sujets très âgés qui peuvent aussi faire des complications de la coqueluche. Donc, il est recommandé plutôt de ne pas faire le trivalent, mais le tétravalent en rappel chez un professionnel de santé. Maintenant, ce qui va vous concerner également sont les rattrapages. Pour le DTP, chez un patient qui n'a pas été primo-vacciné ou dont le schéma vaccinal est inconnu, on utilisera en rattrapage chez les 11 et 13 ans l'Infanrix tétra ou le tétravacacellulaire, donc un tétravalent. Il faudra faire 3 doses. Alors, on va inclure les doses dont on a la connaissance auparavant. Donc, si 2 ans auparavant il a fait une dose, elle va compter. Ce qui est important, c'est l'intervalle minimal entre les différentes doses. Il n'y a pas, entre guillemets, d'intervalle maximal. Alors, il ne faut pas attendre trop pour immuniser les patients, mais chaque dose va compter, même si le rattrapage, si le rappel a été fait bien plus longtemps avant. Donc, on va attendre minimum 2 mois entre la première et la deuxième dose, et au moins 6 mois entre la deuxième et la troisième dose. Le rappel suivant sera à 25 ans, et puis là, le patient, du coup, a récupéré le calendrier vaccinal, donc 25, 45, 65, etc. Au-delà de 14 ans, on fera une dose du tétravalent, mais tétravalent formulation adulte, le Boostrix Tétra et le Repevax. Ça sera une dose de celui-ci. Et ensuite, on fera le trivalent
pour compléter le schéma que le patient n'aura pas eu. Donc, en général, 2 doses s'il n'a jamais été vacciné. Pareil, on va respecter un intervalle minimal de moins 2 mois entre les 2 premières doses. Et il faudra respecter au moins 6 mois entre la deuxième et la troisième dose. Le rappel suivant, il faudra respecter au moins 5 ans après le dernier rappel. Et puis on va essayer de recaler avec le calendrier vaccinal. Donc dans le calendrier vaccinal, on retrouve les tableaux qui permettent de voir la conduite à tenir pour le rattrapage du DTP, quand la primo-vaccination, en tout cas, a été réalisée. Donc la primo-vaccination, c'est les 2 doses espacées de 2 mois. En gros, ce qu'il faut retenir toujours, c'est pas moins de 5 ans après la dernière dose. Et puis jusqu'à l'âge de 65 ans, il ne faut pas laisser passer plus de 25 ans. Et après, il ne faut pas laisser passer plus de 15 ans avant de faire le rattrapage. Donc quelqu'un qui arrive à 15 ans vous consultez, qui n'est pas à jour, vous le vaccinez, et puis après, vous le revaccinez, vous reprenez l'âge normal, donc à 25 ans. Il est arrivé à 15 ans, c'est bon, il se sera passé plus de 5 ans. Par contre, s'il arrive à 21 ans et qu'il n'est pas à jour, là, vous le vaccinez, et la prochaine fois, ça attendra 45 ans. D'accord? Il ne se sera pas passé plus de 25 ans d'intervalle. De même, un patient qui arriverait à 68 ans et qui n'est pas à jour, vous le vaccinez et la prochaine dose, il pourra l'avoir à 75 ans. Par contre, s'il arrive à 71 ans, vous le vaccinez, mais la prochaine dose, on le fera à 85 ans.